Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où après des semaines de romance, on va enfin donner du sexe à Anaïs. Salut, moi c'est Anaïs et je sais pas qui c'est le patient anglais, mais sachez que moi les médecins m'appellent le patient relou. Et moi c'est Marie, je sais qui c'est le patient anglais. Et j'ai hâte que tu le découvres. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, on se plonge dans une épopée romantique de 2h40. Un film qui a reçu 9 Oscars, dont celui du meilleur film, et une histoire qui a fait hurler de frustration Hélène Bénès dans Seinfeld. J'ai nommé Le patient anglais. Anaïs, qu'est-ce que tu sais du patient anglais ? Donc je sais que l'homme, donc qui est peut-être le patient anglais, est joué par Ralphonse Fiennes. Ralphonse. Un acteur très charmant, Ouais. En tout cas à son époque. Donc je pense que, parce que maintenant il joue Voldemort. Donc, Oui, il est beaucoup moins charmant maintenant, Ouais. mais à l'époque, oui, il était... Voilà, quand il jouait Heathcliff, j'étais à fond. Et je crois que la femme, c'est Christine Scott Thomas. Ouais. Peut-être, ouais. Et j'imagine qu'il y a un docteur et un patient. Comme le patient est genré au masculin, j'imagine que c'est lui et qu'elle est docteur, peut-être. Je sais qu'il y a une histoire de désert, puisque Hélène Bénès dit crève dans ton désert ou je sais pas quoi, ou sors de ton désert. Donc j'imagine qu'ils passent hyper longtemps dans le désert. Et j'imagine qu'ils sont beaucoup en tenue safari. Ça se passe à quelle époque, selon toi ? Je ne le savais pas jusqu'à il y a 2 heures quand Christophe, la personne qui, qui s'occupe de Slate, a dit « Ah ouais, c'est chiant, ça se passe en 1944 ». Donc là, je dis « Chut !» Mais je sais que ça se passe en 1944. Et j'imagine que c'est un peu comme Out of Africa, que j'adore, où il y a aussi beaucoup de tenues safari et de sensualité. Donc j'espère, tu m'as vendu du cul, donc j'espère que c'est sensuel. Enfin, je connais pas du tout l'histoire, mais je sais qu'il y a une histoire de médecine, quoi. Enfin, j'imagine. Ou alors, c'est juste que c'est un mec qui est extrêmement patient et anglais. Mais ça aurait été l'anglais patient, donc ça aurait pas été la même chose. Voilà, c'est tout ce que je sais. Toi, c'est quoi ton rapport au film ? C'est un film que j'ai vu plus d'une dizaine de fois, je pense, malgré sa longueur assez intense. Tu le préfères à Notting Hill, par exemple ? Oui. Alors, je pense que c'est un film qui a des défauts, on en reparlera. Je pense que, par exemple, la longueur du film est un défaut. Et maintenant, quand je le vois, il y a des passages que je fais avance rapide. Mais pour moi, l'histoire d'amour au cœur du récit fonctionne très, très bien. Ralph Fiennes est... Et je me souviens, moi, je l'avais vu, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le voir au lycée. Et c'était un peu l'époque où aussi j'ai découvert Out of Africa, qui est un de mes films préférés. Bon, c'est un peu les mêmes thèmes, comme tu dis, safari et colonialisme. Mais oui, du coup, c'est un film que à l'époque, j'ai vraiment adoré, dévoré, vu, revu. Et avec la distance, il y a encore des choses que j'aime énormément dans ce film et d'autres qui me saoulent un petit peu. Et je comprends Hélène Bénès parfois. Est-ce que tu as envie de le voir ? Non. Pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Pourquoi ? Parce que c'est long et parce que j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment m'émoustiller, mais je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir tort. Mais j'imagine juste ça comme un truc chiant et j'ai tellement pas envie. Enfin, vraiment, je sais que sur Orgueil et Préjugés, je me trompais, mais je pense que j'étais plus enthousiaste pour voir Orgueil et Préjugés que celui-là. Vraiment, celui-là, j'ai pas envie. Tu penses que c'est quel genre d'histoire ? C'est un drame. Je pense que c'est clairement pas une comédie, ni une rom-com. C'est un drame historique, en fait. Le fait que ça se passe en 1944 peut être intéressant. Je me dis, quel est le contexte ? Je sais pas. Casablanca aussi, tu vois, ça se passe à la même époque. Donc, quel est le contexte ? Je peux t'en dire un peu plus si tu te souviens pas de tes cours d'histoire, Anaïs. J'imagine un petit peu quel est le contexte, mais du coup, j'imagine, pour qu'il soit dans le désert en 1944, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui l'a amené là ? Quel est son rapport avec les nazis ? De près ou de loin ? Ça m'intéresse. Très bonne question. Voilà. Et du coup, dans le casting, pour toi, tu te souviens de Ralph Fiennes et de Christine Scott Thomas ? Ouais, mais même elle, je m'en souviens pas, en fait. C'est juste que... Oui, je te l'ai mentionné. Voilà, lui, je le sais, parce que c'est le seul truc que je sais sur ce film, c'est qu'il est dedans. En fait, à l'époque, avant que tu déménages à New York, tu m'as refilé tous tes vieux bouquins dont tu savais pas quoi faire. Et dedans, il y avait Le patient anglais. Et la couverture, c'était la couverture du film. Et je l'ai jamais lu. Mais je me souviens de la couverture. Enfin, c'est ma seule exposition à ce film. C'était le fait que tu m'avais... Toi qui es certain de me dire. Peut-être. Et après, ils sont tous morts dans une inondation. Ah oui, merde. Ouais. Désolée, c'est comme ça que tu apprends que ta copie du patient anglais a été détruite. Que je n'ai jamais lu d'ailleurs. J'avais dû acheter le livre, mais je l'ai pas lu. Bon, tu t'attends à quoi ? On a déjà couvert, je pense. Ah, de l'ennui. De l'ennui, du désert, de la transpiration et une palette marronâtre, un filtre sépia, un peu. Genre Amélie Poulain dans le désert. Un peu ça.
La petite tradition, tu vas regarder le poster et me dire si tu découvres d'autres choses. C'est Juliette Binoche. Oui. Donc, c'est elle l'héroïne du... Mais oui, attends. Bon, donc, en gros, c'est Juliette Binoche, Ralphonse. Après, c'est l'affiche française. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Et après, derrière, on voit un couple qui s'embrasse, mais on voit pas qui il embrasse. Ou peut-être qu'il y a un triangle amoureux aussi. Et il y a Willem Dafoe. Bon, le casting me plaît. Juliette Binoche, c'est vrai que je l'ai su à un moment qu'elle était dedans. Elle a été oscarisée pour le rôle. C'est ça. Et après, je l'ai déçue. D'une manière ou d'une autre. Lui, il a l'air extrêmement sexy sur cette photo. Oui. Même Voldemort n'a pas pu enlever... Enfin, pour moi, Ralph Fiennes, c'est pour ça aussi que ce film a été vu et revu par mon moi d'autres fois, de nombreuses fois. C'est que Ralph Fiennes, dans ce film, c'est un de mes idéaux masculins pour toujours. Quoi. Ouais, non, là, clairement, il a les yeux un peu plissés par le soleil, il a un peu la barbe de 4 jours, il a une chemise un peu... genre un peu lâche, quoi. Il a l'air un peu torturé, ça me plaît. Ça te donne plus envie de le voir, là, ou pas? Un peu plus. Bah déjà, je me dis, s'il y a un baiser fougueux sur l'affiche et un regard fougueux sur l'affiche, ça veut dire que c'est fougueux, plus que ce que j'ai vu pour l'instant. Donc, peut-être que ça va tenir la promesse que tu m'as faite. Donc, je suis contente. Et Willem Dafoe, je suis contente. Selon moi, c'est de tous les films que tu as vus pour l'instant, mais c'est pas très difficile vu que Notting Hill et You've Got Mail, c'était vraiment pas sexy. C'est le film le plus sexy. Si on compare aux 3 que j'ai vus précédemment, ça m'étonne pas. Après, sur la liste globale, c'est un des plus sexy. Oui. Ok. Bon, bah, du coup, j'ai hâte, même si 2h40, putain, ça me fait chier. Très bien. On va voir ça. En vrai, franchement, plus j'en parle, c'est un très beau film. ça a été très moqué, en fait, et je pense que le truc de Seinfeld a participé à ça et tout ça, mais vraiment, moi, là, maintenant, il me lasse par certains aspects parce que je l'ai vu et revu tellement de fois et que ça dure 2h40. Mais, qu'est-ce que c'est beau. Mon point de référence, Out of Africa, place la barre très haut parce que c'est vraiment un film que j'adore. Mais oui, si c'est un peu comme ça, ça me convient. Et ben voilà, on va aller voir Le Patient anglais. Let's go. They found him in the desert, a man with no name. I think I was a pilot. And no country. Anybody remotely foreign is suddenly a spy. A man they called the English patient. Why are you so determined to keep me alive? Because I'm a nurse. Anaïs, tu as vu Le Patient anglais. Qu'as-tu pensé du film? J'ai vu Le Patient anglais et j'ai perdu patience devant Le Patient anglais. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. C'est bon, mais c'est long. Eh ben, on va t'entendre à la toute fin du film sur tes propos de conclusion qui étaient assez éloquents. Très bien. Très bien, quoi. Ok. Ok, vu. J'accuse réception de ce film. Je suis vraiment désolée. Je crois que tu as trouvé ça très très long. J'ai des étirements très bruyants. Mais c'était douloureux visiblement. On va l'entendre, tu as trouvé ça très long. Tu as même trouvé ça très long dès le générique. Je ne l'ai pas mis dans les extraits, mais déjà tu étais là. Le générique est long. Oui, je me suis dit, je comprends en fait. Si on met déjà 8 minutes pour arriver au début du film, clairement on est mal parti quoi. Et tout le reste du film, en fait, tu as eu des moments de réalisation, de prise de conscience où tu te rendais compte que tu en avais encore un peu pour longtemps. Ça a été difficile. C'est quand même un peu déprimant qu'on en soit qu'à la moitié. Hein. Comment? Ça me déprime un peu qu'on en soit qu'à la moitié quand même. Bah ouais. Genre c'est bien, mais c'est pas bien à ce point. C'est une problème de ce film. J'en peux plus. Putain, il reste encore 50 minutes. Bon. C'est bien de danser, mais... Ah oui, c'était un très long film. Faut y aller, les gars, là. Je trouve ça trop long. Ouais. Notre relation résumée en un seul extrait. Mais ça s'est pas arrêté là. Bah là, il y a encore une demi-heure, 3 quarts d'heure de film. Arrête. Tu mens. Non, ça va, il reste 10 minutes là.
J'en peux plus. C'est beaucoup, hein. Oh putain, la rage. Oh putain. Vraiment là. Je m'en fous de ton histoire, mec. Même en le réécoutant, je suis là, putain, mais on s'en fout, quoi. Ça en est arrivé à un point où tu avais même envie d'être le patient anglais. Tu enviais sa position alors que c'est un homme mourant, un grand brûlé, mais qui a au moins la chance de ne pas être face à ce film de 2h40, visiblement. Bah surtout, il est dans un lit. J'étais très fatiguée. J'avais qu'une seule envie, c'était d'être dans mon lit. Je veux être comme lui, je veux être dans un lit, tranquille, qu'on me donne du lait condensé et qu'on me laisse dormir. Et discuter avec Willem Dafoe pendant que je dors. Oh putain, quel enfer. Tu comprends Hélène Bénès maintenant? Dans Seinfeld, elle hurle à l'écran. I can't do this anymore. I can't. It's too long. Quit telling your stupid story about the stupid desert and just die already. Die! Meurs. Bah, c'est ça vraiment, à la fin du film, je t'ai dit, je comprends parfaitement et c'est exactement ce que j'étais en train de dire, quoi. Il faut qu'il meure en fait, j'en peux plus de son histoire. T'as pas vu l'épisode de Seinfeld dessus? Non. Elle va le voir. Elle aime pas du tout, ça la saoule. Et après, tout le monde est en extase devant le film. Et à chaque fois, elle dit, mais c'est de la merde. Et en fait, tout le monde, je crois même qu'elle se fait larguer à un moment par quelqu'un qui lui dit, mais c'est pas possible que t'aies pas aimé le patient anglais. Jusqu'au moment où son boss lui parle du patient anglais. Et du coup, elle lui dit qu'elle l'a pas vu parce qu'elle veut pas rentrer dans la conversation avec lui. Elle lui dit, bon, ben, on va au cinéma ensemble. Elle doit le voir une deuxième fois. Oh, et c'est là où elle se met à hurler parce qu'elle en peut plus. Ah, bah, clairement, je la comprends. Est-ce que tu peux résumer ce film de 2h40 en 30 secondes? Ça commence avec un avion qui se crache pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et le mec qui pilotait l'avion est sauvé. Et il ressemble à un chewing-gum, parce qu'il a été brûlé. Et il y a Un chewing-gum mâché. Et il y a une infirmière qui est jouée par Juliette Binoche qui s'occupe de lui et qui l'amène dans une église désaffectée et qui... En Italie. Voilà, en Italie, et qui est à son chevet. Et pendant qu'elle s'occupe de lui et qu'elle lui donne du lait condensé, il raconte l'histoire de son grand amour en Égypte qui s'est produit quelques années plus tôt. Et donc, il y a plein de flashbacks et d'allers-retours temporels. Et il y a deux mystères qui nous tiennent un peu tout au long du film. Qu'est-ce qui a séparé lui et son grand amour, joué par Christine Scott Thomas. Et quel est son secret à lui, parce qu'on comprend qu'il y a un secret autour de son identité. Et donc, on se demande un petit peu ce qu'il a fait. Et donc, forcément, le film se passant pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se dit était-il du bon côté? Voilà. Très bien. Juste une petite précision. Il ne raconte pas son histoire. Il se la remémore à lui-même et on a des flashbacks à travers sa mémoire à lui, mais il la raconte pas à Juliette Binoche. Oui, c'est vrai. Il la raconte à nous. Voilà. Avec son cerveau. Exactement. Tu as trouvé ça très long, mais ça avait pourtant bien commencé. Dès les crédits et le moment où est apparu sur l'écran interdit aux moins de 18 ans, ça t'a beaucoup plu. C'est clair. Contient des scènes de nudité, contient des scènes violentes, consommation d'alcool, tabac. 18+ quand même. Ça me plaît. Je me disais, ça va être rock'n'roll. Ça a été rock'n'roll. Ouais. On est d'accord, le film est long. Je suis d'accord avec toi. Je ne nierai pas cet aspect-là. Je sais qu'il est long. Surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est long, pas numériquement. C'est-à-dire que moi, la longueur d'un film en tant que tel me dérange pas. C'est plus qu'on ressent la longueur. Enfin, qu'il est trop long par rapport à ce qu'il aurait dû être. Il faut préciser, non, parce que je suis pas genre anti-film de 2h40 en soi. Hein. Mais il faut qu'il mérite ces 2h40. Moi, je pense qu'au premier visionnage, il mérite ces 2h40. Tu es en désaccord avec ça, mais je pense qu'il le mérite. Mais on n'est pas d'accord. Mais s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, et on était d'accord pendant le film... Et c'est d'ailleurs l'un des éléments les plus importants du film, voire le plus important, c'est que Ralph Fiennes, qui joue le rôle principal, et quand il n'est pas brûlé, très, très, très beau. Hello. C'est pique Ralph. Hein. Ouais. Mais C'est Ralph Fiennes. Very fine. Il est extrêmement hot. Oh là là. Ouais. Tu vas vite comprendre pourquoi je l'ai vu... Non mais franchement, dès son premier plan, il est vraiment genre waouh.
Ouais. Il est en communion avec la nature, il est beau, il est taiseux. Ouais, il y a tes œufs. C'est marrant parce que je me souviens plus trop du film parce qu'on l'a vu il y a plus d'une semaine. Entre-temps, j'ai vu 10 autres films. Et donc celui-là est un peu loin maintenant. Et donc je me souvenais plus de toute la partie un peu sexy du début. Mais dans mes notes, au moment où on a vu le film, j'ai noté chaque plan sur son visage me rajoute 1 an d'espérance de vie. Et je dois avouer que c'est vrai qu'il est vraiment très très beau. Ouais, et puis il est parfait pour ce rôle. Son rôle dedans, c'est un homme, ce que tu dis dans l'extrait, très taiseux et qui est un peu dévoré par la passion, mais en même temps qui essaie de ne rien laisser paraître. Et il y a quelque chose d'un peu inquiétant dans son personnage aussi et de mystérieux qui Ça, correspond. c'est l'aspect collabo, ça. Et ça correspond vraiment bien à Ralph Fiennes qui, après, a joué Voldemort quand même. C'est clair. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça avait gâché un peu Ralph Fiennes pour les futurs visionnages d'autres films avec lui. Moi, non. Sur ce film, je le trouve toujours magnifique. Ah oui, non, il est magnifique. Mais c'est lui qui joue Heathcliff aussi dans Léo de Hurlevent, non? Oui. Je l'ai toujours trouvé vraiment très très beau. Heathcliff, c'est un autre rôle de mec hyper problématique et torturé, et ça lui correspond très bien. Il y avait eu un rôle aussi, il avait joué dans The Constant Gardener, je sais pas si tu l'avais vu, avec Rachel Weisz, où là, il était un mec beaucoup plus simple, enfin, un gentil un peu, mais il était très beau aussi dedans. En fait, c'est ça le livre que tu m'as prêté, je crois. Ah, oui. C'était pas le patient. Oui. C'était aussi très sépia. Oui, c'était en Afrique aussi. On a eu un petit moment de décryptage pendant le film, justement, pourquoi il nous attirait autant. C'est vraiment le héros romantique, par essence, quoi. Ouais. Enfin, comme je les aime, en tout cas, quoi. Ouais. Qui dit rien, qui est un peu méprisant, mais qui est en même temps hyper profond et intelligent. Ouais. Et quel humour aussi. Et voilà, qui a beaucoup de réparties. Un petit peu macho, quand même. Ouais, mais en même temps, dans le cadre... Et toi, t'aimes bien. Toi, ça te plaît. Non, mais comme elle, justement, tu sens que c'est un personnage qui est hyper indépendant et qui l'envoie péter, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si c'était une meuf un peu soumise... Mais d'ailleurs, il serait pas intéressé, en fait. Ouais. Ouais, mais ça, c'est tellement... Oui, c'est cliché, mais c'est pas grave. On adore. C'est ça. Oui, il faut dire que c'est un petit peu fucked up. Et ce qui est marrant, c'est que le dernier film romantique qu'on a vu, c'était Notting Hill, où on a craché sur Hugh Grant et son personnage de nice guy pendant tout le film, qu'on trouvait pas du tout attirant. Et là, ce mec qui est un peu l'opposé de ça, d'un coup, il nous fait un petit effet quand même. Le personnage de Hugh Grant dans Notting Hill, en fait, pour moi, le problème, c'est qu'il subit beaucoup de l'action. Et je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux au cinéma quand t'as des personnages qui prennent jamais d'initiative. Voilà. Et c'est elle qui lui dit, viens à l'hôtel. Il se retrouve coincé dans le junket. Après, c'est elle qui lui dit, j'ai libéré mon emploi du temps, etc. Donc, c'est vraiment pas lui qui est moteur. Alors que là, dans Le Patient anglais, il est trop moteur. Ouais, en fait, en tout cas, le côté macho, moi, me dérange un petit peu. En tout cas, je trouve pas ça très attirant, même si je pense que ça vient appuyer sur un bouton qui, maintenant, je pense, fait partie de notre ADN, tellement ça a été construit dans la culture populaire. Totalement, ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas le truc que je trouve forcément attirant. Par contre, ce que je trouve attirant, c'est l'initiative. C'est-à-dire que c'est lui qui va danser avec elle, c'est lui qui prend l'initiative de passer sa main dans ses cheveux, alors que, tu te dis, c'est un petit peu risqué de le faire à ce moment-là. Et en même temps, comme tu dis dans l'extrait, je trouve ça un peu malheureux aussi qu'on se dise qu'une femme qui serait plus discrète ou moins, qui aurait moins de répondants, ne l'attirerait pas, parce que ça aussi, c'est un gros cliché, genre les mecs qui disent, moi, j'aime les femmes qui ont du chien, tout ça, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que ça fonctionne bien, la dynamique entre les deux, parce que lui est moteur, mais elle aussi, en fait. Enfin, ils se répondent bien, quoi. Parce que c'est elle qui va le voir aussi pour la première scène de sexe. Oui, et puis en fait, il est moteur et il est macho, c'est sûr. Après, bon, c'est un mec des années 40, donc, et un explorateur en Égypte, donc... avec tout ce que ça charrie comme aussi clichés coloniaux et des choses comme ça. Mais en même temps, tu sens que c'est pas le macho qui drague toutes les meufs. Au contraire, il a un côté où il a une indifférence au début et même une irritation à l'idée de voir ce genre d'éléments arriver dans sa vie, un truc romantique et tout ça. Tu sens qu'il lutte un peu contre ça. Et ça, c'est très cliché aussi, mais très romantique. Et très sexy, le fait que c'est un peu malgré lui qu'il est complètement attiré par cette meuf et qu'il peut pas s'en empêcher. Et il a des moments même de rejet par rapport à elle. Et quand elle va le rejoindre justement pour la première fois où ils couchent ensemble, c'est elle qui le rejoint parce qu'il a un peu jeté en l'appelant par son nom de femme mariée alors qu'ils avaient passé un moment assez intime avant. Donc ça, c'est assez attirant chez lui aussi. C'est-à-dire qu'il a de l'initiative, mais il n'est pas non plus lourdingue. Il est froid, en fait, avec elle. Et ça, c'est un fantasme, effectivement. Pareil, c'est un truc vraiment... Il faut qu'on arrête avec ça. Mais
la culture a aussi produit cette idée-là chez nous qui fait qu'on veut toujours être celle qui va changer. Bah oui, évidemment. Les mecs qui sont indifférents à tout le monde, mais ils seront pas indifférents à nous. Et il y en a plein, même des hommes qui vont flatter les femmes comme ça en disant les autres filles, je m'y intéresse pas, mais toi t'es différente. Enfin, il y a un truc. Oui, mais c'est un truc d'ego aussi par rapport. On existe à travers son regard et le fait d'être unique à ses yeux. Et évidemment que c'est assez toxique, mais c'est quelque chose qui nous a nourris depuis l'enfance. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de parallèles. On va revenir dessus avec Out of Africa. Et c'en est un aussi. C'est-à-dire que le personnage de Dennis dans Out of Africa, le personnage joué par Robert Redford, il est beaucoup plus droit et moral que celui joué par Ralph Fiennes ici. Mais il a cet aspect-là de grande autonomie, indépendance, qui ne veut surtout pas être attaché à une femme, et elle va pas forcément le changer jusqu'au bout, mais il lui dit cette phrase, la phrase la plus romantique dans Out of Africa, c'est quand il lui dit t'as gâché ça pour moi, le fait d'être seule. Et ça, c'est hyper... Ça, c'est notre rêve. Mais c'est ça. Gâcher la solitude de quelqu'un. C'est ça l'amour. Mais non, mais ce que ça gâche, c'est qu'il aime plus être seul parce qu'il a envie d'être avec elle, quoi. Alors qu'avant, ce qu'il aimait, c'était sa solitude. Donc, c'est l'idéal. Je comprends tellement ça. Son point de vue à lui. J'aime ma solitude et je me retrouve à vouloir autre chose que de la solitude et j'ai un ressentiment par rapport à ça. Mais en même temps, c'est hyper romantique quand tu le vois et que tu te dis que tu pourrais être la cause de ça chez quelqu'un. Mais sûr. En règle générale, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. C'est clair. On va revenir au film. Tu l'as dit, le film est long. Et l'une des raisons pour lesquelles il est si long, c'est qu'il raconte 2 histoires en parallèle. Et il raconte donc l'histoire de Juliette Binoche, qui est une infirmière canadienne, basée en Italie et qui s'occupe du patient anglais, donc qui est joué par Ralph Fiennes, qui n'est pas vraiment anglais, qui est hongrois, mais elle ne le sait pas. Elle-même va avoir une histoire d'amour parallèle, qui est hyper chiante, moi je trouve. Avec Naveen Andrews, qui jouait Saïd dans Lost. Je l'aime trop. Et de l'autre côté, donc, tu as les flashbacks avec le personnage de Ralph Fiennes, le comte Almachi, et Catherine Clifton, qui est jouée par la magnifique, la parfaite Christine Scott Thomas. Est-ce que tu as une préférence entre ces 2 histoires ? Clairement, j'aurais pu me passer de Juliette Binoche on est d'accord. Au chevet de Mr. Chewing-Gum, quoi. Enfin, ouais, on est d'accord. C'est pas très intéressant et c'est vrai que sur le premier visionnage, t'en as besoin pour que ça rythme et tout. En fait, moi, je pensais que c'était une histoire linéaire parce que je connaissais rien de l'histoire avant de voir le film. Et tu comprends là le côté romanesque, quoi, où ils font un peu des allers-retours, enfin, tu vois, avec le personnage et son histoire du passé. Mais une fois que t'as vu le film une fois, je pense que... c'est ces moments-là que je zappe systématiquement parce que j'en ai rien à faire et rien à faire de son histoire avec le mec, même s'il y a des moments cute, mais ça me passe complètement au-dessus. Mais c'est marrant parce que tu dis que tu pensais que c'était linéaire et quand t'as commencé le film, justement, tu t'es d'abord beaucoup demandé s'il allait se passer un truc entre le personnage de Juliette Binoche et le patient anglais, qui est donc brûlé, un grand brûlé. J'étais larguée, mais désolée, c'est pas totalement absurde d'imaginer. Tu m'as vendu une histoire d'amour, on découvre les 2 personnages, je me suis dit, why not ? Dans ce questionnement, il y avait aussi un gros questionnement sur est-ce qu'il va redevenir beau à un moment. Putain, il va avoir une cicatrisation vraiment miraculeuse, hein, parce que il va tomber amoureux d'elle. Ouais. Et sa femme, c'était Christine Scott Thomas, et elle va revenir, et ça va foutre la merde. D'accord, ok. Je sais pas. Moi, j'essaye d'imaginer... Il est affreux. Et pourtant, il va s'en passer des choses dans ce lit. Mon Dieu. Mais j'ai du mal à croire qu'il puisse redevenir sexy. Hein. Je doute. Tu commences, le mec, on dirait que quelqu'un lui a marché dessus. Tu te dis à quel moment il va réussir à retrouver sa peau normale. Mais t'es arrivé quand même à trouver de la romance dans leurs échanges. On va l'entendre, surtout dans leur situation de vie, parce que, je sais pas. J'espérais, mais tu m'as dit, il va se passer des choses dans ce lit. Donc moi, je me suis dit, ok, il va y avoir... Et après, il y a un plan de Juliette Binoche en train de se doucher toute nue. Donc je me suis dit, clairement, c'est là qu'il va y avoir la romance et le sexe que tu m'avais vendu, tu vois. Ça, déjà, c'est romantique. Oh, j'adore. Qu'est-ce qui est romantique ? Le fait qu'ils doivent partager une maison juste tous les 2, isolés, et qu'il y a juste un petit interstice par lequel ils peuvent s'apercevoir, tu vois. J'adore. J'ai passé beaucoup trop de temps en classe verte et colonie de vacances à imaginer... Je veux savoir ce que tu imaginais en classe verte en colonie de vacances, Anaïs. Mais non, mais je pense que c'est vraiment le truc quand t'as un crush et t'espères un peu...
Peut-être que c'est que moi, hein, mais moi, quand j'avais des crushs, surtout quand j'étais plus jeune, chaque fois que je pouvais l'apercevoir dans le couloir du collège ou un truc comme ça, Oui, tu bah vois, oui. t'as le cœur qui bat et où tu te dis même, ah bah à la récré, je vais le voir, ou ah, on a les mêmes horaires tel jour et enfin, je le croise jamais sauf le lundi. Et là, tu penses un peu à ça aussi? Ouais, mais enfin, enfin bon, le truc, c'est que là, elle le nettoie au gant 3 fois par jour, donc elle est pas en train d'essayer C'est de ça, le mais moi, croiser. je ne savais pas ça. C'est que le début. Moi, je me suis dit, s'il faut, sa peau va redevenir normale en 2 semaines. Et après, waouh, ils vont trop tomber amoureux, quoi. Bon, tu t'es vite fait une raison, ceci dit. Donc toi, tu penses qu'il va guérir et il va se passer un truc entre eux? Bah là, du coup, si tu me dis ça, non. Donc ça veut dire qu'en fait, on va juste le voir en flashback. Beau. Et là, il est moche pour toujours. Ou alors, ils vont juste coucher alors que lui, il est moche. Mais après, on va quand même voir les flashbacks de lui quand il était beau. Et ils l'ont pas mis moche. Et bah, il est beau sur la couverture, donc ce serait vraiment dégueulasse si pendant tout le film il ressemble à ça, alors que sur la couverture, on t'a mis Ralph au top de sa forme, tu vois. Du coup, il va vraiment rien se passer avec Juliette Binoche. J'ai été totalement trompée, en fait. Ouais, il se passe déjà un peu quelque chose. Hein. Ouais, mais c'est pas ça qu'on veut. Moi, j'imaginais déjà qu'elle allait lui tailler des pipes alors qu'il était à moitié brûlé. Je sais pas, tu m'as dit moins de 18 ans. Ah, mais ce qui était marrant, c'est que... Je sais pas, moi vraiment, vous avez entendu la même chose que moi. Hein. Marie, ça fait 3 semaines qu'elle me dit, tu vas voir, le patient anglais, il y a du cul, quoi. Mais non, mais il y en a un peu, par rapport aux autres que je t'ai montré, il y a C'est beaucoup vrai. plus de cul. Hein. C'est vrai. Bon, Mais du coup, moi, je suis partie loin dans mon imagination. Pour être clair, cette saison, c'est sur des films romantiques, pas des pornos, ni des films érotiques. Donc, il va falloir revoir tes ambitions à la baisse. C'est clair. 2 scènes de sexe, c'est déjà pas mal. Mais ce qui est marrant, c'est que tu étais très investie dans le bien-être de Juliette Binoche, quand même. Je m'en souviens plus. Tu te sentais un peu mal pour elle. Quoi? La vie de merde, quoi. Tu jouais à la marelle toute seule en 1944. Dans un monastère déserté en C'est clair, Italie. avec un mec tout cramé qui ressemble à un vieux sparadrap. Bon résumé. Ouais. Et t'étais très investie en particulier dans son bien-être sexuel. Tu voulais vraiment qu'elle ken, en fait. Bah ouais. Moi, je veux juste que Juliette Binoche, elle a un peu de cul dans sa vie, quoi. Je suis sûre que Juliette Binoche, elle a un peu de cul dans sa vie. Bah oui, bah le truc, c'est que tu commences le film, elle perd sa meilleure pote de la guerre et son mec. Donc, moi, je voulais juste qu'elle ait un rebound, quoi. Bah oui, et elle en a un. Et elle en a un. Mais l'action se passe vraiment dans les flashbacks avec Ralph Fiennes qui est fine et qui est jeune. Et qui a toute sa peau. Et voilà, et qui n'est pas brûlé. Est-ce que tu peux décrire la rencontre et les premières scènes entre le comte Almachi, donc le personnage de Ralph Fiennes, et Catherine Clifton, le personnage de Kristen Scott Thomas? Alors, la rencontre, je m'en souviens même plus. Ok, bon, bah, Mais je c'est vais dans le raconter désert, non? Oui, elle arrive avec son mari, Oui. qui est joué par Colin Firth. Oui. Ils arrivent en avion. Firth. Voilà. Ils arrivent en avion parce que le personnage de Ralph Fiennes et son meilleur ami sont des explorateurs et ils ont une base, ils campent dans le désert en Égypte et donc le couple les rejoint. Ça, je m'en souvenais du coup, mais Et dès ça le m'a début, pas... il y a une petite tension quand même. Oui, bah tu sens qu'ils se trouvent mutuellement très beaux. Et insupportable aussi. Il la rejette un peu, tu vois. Il a un côté où il la fixe beaucoup, mais en même temps, il a une espèce d'hostilité. Oui, mais c'est pas non plus surjoué dans le côté où il y a d'autres films où il va vraiment y avoir un mépris d'un personnage envers l'autre. Non, Là, c'est pas ça, quoi. Bah, tu sens tout de suite que c'est de l'attirance Voilà, et c'est qu'ils ça. en ont tous les deux conscience, en fait. Et par contre, après, oui, il y a une scène où ils sont au Caire et ils sont dans un hôtel, un restaurant un peu chic. Pareil, il fait que la fixer d'un regard un peu froid et méchant, ce qui est très excitant. Et il va la voir sur le dance floor. Il lui demande de danser avec elle. Et là, c'est vrai que c'est le premier rapprochement vraiment entre les deux et où on comprend aussi, bah, où là, il met quelque chose en action, il lui fait comprendre qu'il est intéressé. Et cette scène est vraiment très bien. J'adore. C'est bon, ça, c'est mon genre de film, ça. Tu vois? Ouais. Marie, elle est trop en chien, là. Non, mais c'est un peu hot. Bah, évidemment. Il lui parle même pas pendant qu'il danse, il la fixe d'une façon hyper dérangeante, mais très sexy. C'est vraiment la manière dont tu décris le truc, tu sais.
Bah, c'est dérangeant parce qu'elle est mariée et qu'il n'est pas censé la fixer comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et il y a aussi un côté où, à partir du moment où il commence à parler, on se rend compte qu'il n'était pas si... Enfin si, il a quand même de la répartie Non, et il tout. est brillant et il a de la répartie. Voilà, ça fait mais il est partie quand du même un perso. peu coincé. Ça, c'est l'époque. Hein. Oui, ouais. Il n'est pas coincé au lit. Hein. Non, mais voilà, tu sens que c'est quand même quelqu'un de... Bah, il aime pas parler, en fait. C'est ça. Marie, elle adore. Oui, non, c'est marrant parce que c'était comme sur The Descent où en fait, il y avait quand même la personne qui connaît déjà le film à côté, qui réagit aussi parfois beaucoup plus, où là, Oui, en bah. fait, t'étais clairement à fond dans le film. Mais c'est vrai que j'étais réceptive aussi. Et ça se réchauffe ensuite dans le désert où, suite à un problème de voiture, il se retrouve isolé pendant que d'autres vont chercher de l'aide. Et il y a une tempête de sable très propice. Et ils se retrouvent coincés dans la voiture, tous les deux. Et il lui raconte en fait tous les vents différents. Et il lui fait une espèce de typologie des vents du désert. Et il y a un touchage de front. Et le touchage de front, ça t'a bien plu? Il m'en fallait peu, hein, visiblement. Et le lendemain matin, alors qu'il sort de la voiture et tout ça, il y a un deuxième touchage, mais cette fois, c'est un touchage de menton qui est un peu particulier parce qu'il lui met juste la main sous le menton. C'est comme s'il lui encadrait un peu le menton. Voilà, qui lui disait tiens-toi droite. Voilà. C'était particulier. Ok. Bizarre comme mot, mais pourquoi pas. En tout cas, tu avais quand même bien l'air d'aimer la scène de la tempête et ça t'a rappelé d'autres scènes romantiques. On va l'entendre. Ça, c'est sexy. C'est comme Brokeback Mountain, quoi. Genre, viens dans la tente, je vais te protéger. C'est vrai, bah, j'adore. En plus, c'est le côté survie en conditions extrêmes. Oui, bah oui. Qui me plaît beaucoup. Et ça aussi, c'est un énorme fantasme. C'est-à-dire que on est dans un grand groupe et donc on ne doit se contenter que de quelques regards interdits. Et d'un coup, on se retrouve dans une situation qui nous rapproche physiquement et à l'abri de tous les regards. Et donc là, on peut enfin avoir une intimité qu'on ne pouvait pas avoir jusqu'à présent. Forcément, ça fonctionne très, très bien. Il y a un trope qui même a été détourné un peu dans Crazy Ex-Girlfriend où c'est le trope de l'ascenseur coincé dans un ascenseur avec ton crush. Et dans Crazy Ex-Girlfriend, ils font même une blague en disant, parce qu'elle est très attirée par son boss, et quelqu'un lui dit, il faut surtout pas que tu sois coincé dans un ascenseur avec lui, et elle finit coincée dans un ascenseur avec lui. Mais c'est exactement les mêmes dynamiques, en fait. Moi, ça me paniquerait de ouf, en fait. Très clairement, je me dirais, il faut que je sorte de là. Mais en même temps, dans un film, c'est extrêmement sexy. Et c'est marrant parce que ce que tu dis sur Brokeback Mountain, il y a aussi d'autres moments qui rappellent d'autres films. Enfin, pour le coup, Brokeback Mountain est arrivé après Le Patient anglais. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de rappels à Out of Africa. Déjà, il y a la scène de l'avion au début où ils font un vol au-dessus du désert égyptien. Dans Out of Africa, c'était au-dessus du Kenya. De toute façon, toute l'imagerie coloniale qui, dans la culture occidentale, a été transformée en quelque chose de romantique alors que ça charrie énormément de choses plutôt horribles. Ça se retrouve aussi dans Out of Africa, évidemment. Et il y a une scène de shampoing, de shampouinage. Pour ceux qui n'ont pas vu Out of Africa, bon, c'est une scène qui est devenue culte où Robert Redford lave les cheveux de Meryl Streep. C'est avant qu'ils consomment leur relation, mais c'est extrêmement sensuel. Ouais, c'est la scène la plus mémorable de Out of Africa. Oui, voilà. Et là, il y a une scène où Christine Scott Thomas shampouine Ralph Fiennes. Évidemment, ça t'a rappelé tout de suite le film. Oh non. Mais non. J'ai failli dire, est-ce qu'il va y avoir une scène de shampoing, mais pour rigoler? Et il y a vraiment une scène de shampoing? À un moment, quand on regardait le film, tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu un gros renouvellement en fait dans les images. Ce que tu as dit précisément, je l'ai noté. Pas tant de nouvelles images romantiques que ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Anaïs ? Il y a la scène de la baignoire, il y a la scène du shampoing. Et je pense que c'est une réflexion que j'ai beaucoup eue après avoir vu Portrait de la jeune fille en feu. Le film était lui-même une réflexion sur ça. Et c'est l'histoire d'une peintre qui peint une autre femme. Et donc, il y a vraiment une réflexion sur le regard et comment on montre, en fait, et comment on représente le désir. Et est-ce qu'on peut le représenter différemment? Est-ce qu'on peut montrer le désir d'une manière qui n'a pas déjà été faite? Il y a des tentatives dans Portrait de la jeune fille en feu de montrer des images qu'on n'a jamais vues auparavant. Évidemment, j'ai pas du tout ta connaissance extensive sur le genre de la romance au cinéma, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même souvent les mêmes images qui reviennent et qui nous ont beaucoup, nous, construites aussi. Ça va être la plage ou sur un pont ou, tu vois, une balade nocturne, des trucs comme ça, le shampoing ou la baignoire, enfin, le fait de prendre un bain ensemble, etc.
Oui, il y a des tropes, en fait, comme dans tous les genres. C'est une des raisons pour lesquelles les gens adorent les films romantiques aussi, c'est que tu sais dans quoi tu t'engages quand tu vas voir un film romantique et tu sais ce que ça va déclencher chez toi. Et du coup, voir des moments comme ça, ce que tu dis sur la voiture, se retrouver coincé avec quelqu'un. Après, je pense qu'il y a plein de films romantiques qui ont renouvelé et qui ont évidemment explorer le désir ou l'attirance ou l'amour de façon différente. Je trouve ça intéressant qu'en fait, on ait des lieux comme ça, que ce soit la voiture, la baignoire ou la grande roue, ou enfin, tu vois, des trucs comme ça, où maintenant, quand dans la vraie vie, tu as un moment qui se produit comme ça, avec en couple ou quelqu'un qui t'intéresse, tu as l'impression d'être dans un film. Parce que c'est des trucs qui ont vraiment intégré notre imaginaire collectif. Et je trouve ça intéressant qu'on y revienne toujours. Et ouais, je me faisais la réflexion, je me disais, du coup, j'ai pas vu exactement ça avec une tempête de sable, tout ça, mais j'ai déjà vu une scène romantique dans une voiture. Oui. Et au fil du film, c'est vrai que je me disais, oui, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai l'impression d'avoir déjà vu décliner de plein de manières ailleurs. Mais je pense que c'est extrêmement difficile. Et justement, enfin, Portrait de la jeune fille en feu, il y a aussi, enfin, il y a des rappels à Titanic, enfin, il y a plein de choses. Tous ces films-là, enfin, de toute façon, tout se répète et tous les films recyclent plein d'autres choses qui ont été faites avant. Mais je trouve que c'est intéressant, justement, d'y réfléchir et de se dire comment tu fais pour raconter quelque chose de romantique qui n'a pas déjà été fait. Enfin, c'est même une question qu'on se pose en tant que journaliste. On se dit, tout a déjà été raconté, comment on fait pour raconter un truc de nouveau, tu vois? Non, mais bien sûr. Mais c'est marrant parce que là, en parlant, je reviens toujours à In the Mood for Love parce que pour moi, c'est le monument romantique. Mais la scène de fin, tu vois, où il va dans le temple au Cambodge et où il chuchote quelque chose dans la pierre, pour moi, ça, c'est d'un romantisme pur et c'est quelque chose de complètement unique, je trouve, que j'ai pas vu ailleurs. Et du coup, quand tu me parles de ça, j'essaie de penser à des images comme ça qui relèvent pas d'une image déjà d'Épinal ou d'une image déjà transmise par de nombreuses œuvres. Et pour moi, ça, c'en est une. Bon, je t'avais promis de la passion quand même. Et tu en as eu. Oui. Kinky. Yes. Enfin de la passion. Tu voulais du cul, hein? Ouais, c'est trop bien. T'as pensé quoi de ces scènes de sexe? Je les ai bien aimées. J'aime beaucoup la première qu'on a entendue, qui est la première scène de sexe entre eux, où en fait, elle lui colle des baffes. En fait, j'adore cette manière de représenter le fait qu'ils détestent tous les deux, à quel point ils sont attirés l'un par l'autre et à quel point ils ne peuvent pas s'engager dans cette aventure et ils le font quand même. Et ça, vraiment, je trouve que ça commence très très fort. Les autres sont un peu plus conventionnels, mais très bien faites aussi. Ils ont une bonne alchimie tous les deux. La musique, qu'on a entendue aussi, est vraiment bien. Ouais. Donc, ouais, je trouve qu'elles sont bien. Après, est-ce que c'était suffisant? Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait dû y en avoir plus. Et ça explique beaucoup, en fait, mon désamour avec la deuxième partie du film. C'est que je trouve qu'on perd le fil romantique entre ces deux personnages-là. On part sur Naveen Andrews qui est en train de déminer une bombe pendant 3000 ans. Ouais. Et donc, au moment où on les récupère, à la fin, moi, j'avais déjà perdu. Et donc, je me souvenais même plus, limite, de leur romance, tu vois, parce qu'on avait passé 45 minutes ailleurs, quoi. C'est ça le gros problème, je pense, c'est que après on part aussi sur l'histoire avec Willem Dafoe et tout ça. Du coup, on perd vraiment le film. Et alors, si tu fais comme moi et que tu ne regardes que leur partie, ça fonctionne très bien. Mais je ferais peut-être ça, hein. C'est quoi pour toi les films les plus sexy? Dure question, mais non, mais déjà tout de suite, je pense au film de Park Chan-wook qui a fait The Handmaiden ouais, Mademoiselle ou The Handmaiden et Stalker avec Matthew Good et Mia Wasikowska. Très problématique, c'est son oncle, mais C'est vrai. ouais, et c'est un tueur en série aussi. Mais c'est extrêmement, enfin, il y a un truc. Je sais pas si c'est vraiment son oncle, mais il se fait appeler son oncle ou un truc comme ça. Enfin, je me souviens plus, mais et il est aussi, enfin, il a le double de son âge. Enfin bref, il y a rien qui va, mais c'est Matthew Good et il est trop sexy. Et Park Chan-wook, c'est le maître du thriller sensuel, érotique, très dérangeant. Take This Waltz, dont on a déjà parlé de Sarah Polley, qui est vraiment un de mes films préférés, tout genre confondu, avec Luke Kirby, Seth Rogen, Michelle Williams. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le. C'est mon film romantique préféré, je pense, avec Portrait de la jeune fille en feu. Sexe, mensonge et vidéo. Ouais. Hyper sexy, mais ah ouais, moi je trouve ça hyper sexy, juste le fait de la parole comme excitant, tu vois, je trouve ça vraiment. Et la secrétaire, évidemment, enfin James Spader. Oui, quoi. c'est ça, la secrétaire très haut. Voilà. La favorite, Cold War.
Très sexy. Ah oui. Ah oui. Ouais, ça, je sais que t'as beaucoup aimé aussi. Hors d'atteinte de Soderbergh. Avec George Clooney et Jennifer J.Lo, Lopez. ouais. Je pense une des meilleures tensions sexuelles de l'histoire du cinéma. C'est incroyablissime. Et Magic Mike, évidemment. J'étais sûre que t'allais mettre. Mais Soderbergh, très très bon pour créer de la tension sexuelle en vrai. Moi, je pense que Ang Lee est très bon aussi pour créer de la tension sexuelle. Et pas que dans Brokeback Mountain. Il y a aussi un film qui s'appelle Lust Caution, que je t'avais recommandé aussi, que j'aurais mis dans cette liste si tu l'avais pas déjà vu, qui est un thriller érotique. C'est une histoire d'espionnage dans les années 30 en Chine. Et c'est très sexy. Ouais, et très beau. Ouais, et très très beau. La leçon de piano aussi, très sexy. Et il y en a un qui a des super scènes de sexe. C'est un film de Ken Loach qui s'appelle Just a Kiss. Yes. En anglais, c'est A Fond Kiss et ça se passe en Écosse. Et c'est une histoire d'amour entre un mec musulman et une meuf qui est prof dans une école catho. Il y a des scènes de sexe vraiment très très bonnes dedans. Bah, une scène de Cuny mémorable. Exactement. Et honnêtement, je rabâche, mais Portrait de la jeune fille en feu est un film extrêmement sexy et il y a plein de gens qui ont dit que c'était froid et classique quand ils l'ont vu et je sais pas ce qu'ils ont dans les yeux. Chaque plan, pour moi, regorge de désir en fait. C'est vraiment juste les regards qu'elles échangent, la manière dont elles se parlent. C'est tellement sexy. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Faut parler de la sous-intrigue avec Willem Dafoe. Malheureusement. Puisqu'il le faut. Il le Dafoe. Ah, elle est marrante. Willem Dafoe, dedans, il joue un mec qui n'a plus de pouce. C'est ça. C'est toute son intrigue. Et alors, ça, le mec. C'est son identité. Il faudrait qu'on fasse un post BuzzFeed pour tous ceux qui ont déjà pas eu de pouce. C'est sa croix, quoi. Enfin, tu C'est sens clair. que vraiment, c'est le pire truc qui lui soit jamais arrivé, c'est de perdre ses 2 pouces. Et t'as un peu envie de lui dire, il a envie de tuer tout le monde à cause de ses 2 pouces qui se sont perdus. Un espion allemand lui a coupé ses pouces. Ok, c'est pas cool. Mais ensuite, il décide de tuer le mec qui lui a coupé ses pouces, le mec qui était à côté du mec qui lui a coupé ses pouces. En fait, il veut vraiment éliminer tous les gens qui ont été en proximité plus ou moins immédiate avec ses pouces. C'est le John Wick des pouces. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Et surtout, ce qui est trop drôle, c'est qu'il passe tout le film à montrer ses mains, à dire « Regardez ce qu'on m'a fait ». Et en fait, j'ai mis 45 minutes à comprendre qu'il avait plus de pouces parce que vraiment, t'étais là, bah, qu'est-ce qu'on t'a fait en fait? Il a plus de pouces? Ouais, je sais pas, ses mains sont un peu genre. Même s'il arrête pas de dire on m'a fait ça, mais ses mains, elles ont l'air normales. Mais il est horrible, lui. Mais oui. Mais on s'en fout de tes pouces, quoi. Enfin, c'est bon, il te reste encore 8 doigts. Non, mais. C'est pas la fin du monde. Tout que l'autre, il est mourant avec. Bah ouais, c'est clair. Ceci dit, c'est vrai que sans pouce, ça doit être difficile de faire des choses. Parce que. Bah, après, on a passé 5 minutes à essayer de servir du thé sans pouce. Et c'est vrai que c'était compliqué. Oui. Donc bon, le pauvre, on le comprend, mais il est un peu chiant. Lié à cette sous-intrigue, il y a toute une autre sous-intrigue sur la trahison du comte Almachi, donc le patient anglais qui n'est pas vraiment anglais, qui était hongrois. Et selon le personnage de Willem Dafoe, c'est un traître qui a passé des informations aux Allemands et qui a trahi tous ses amis et ses proches et qui a causé la perte des 2 pouces du mec. C'est ça. Et il dit aussi qu'il a causé la mort de Catherine Clifton, donc sa maîtresse, et du mari de Catherine Clifton, dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'il est hyper chiant. Et donc, il y a tout ce mystère où on se demande... Qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Ça t'a intrigué dès le début, parce que bon, c'est vrai que c'est la Seconde Guerre mondiale, donc t'étais inquiète. Bah, j'étais sur mes gardes, quoi. Lui, il joue un Allemand, en fait. Non? Qui? Ralphons. Je sais pas. Il y a eu plusieurs moments aussi, j'ai pas fait les extraits, mais où tu me disais mais est-ce qu'il est nazi? J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas. T'arrivais pas à profiter de l'histoire d'amour en te disant qu'il était peut-être nazi, et du coup, au bout d'un moment, je t'ai rassurée sur le fait qu'il était juste un tout petit peu. Juste à 5% nazi. Voilà. Non, mais oui, j'avais peur que ce soit ça le plot twist parce que je pensais au film The Reader avec Kate Winslet où le plot twist, c'est qu'elle a aussi contribué à la mort de plein de gens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, tu te dis, en fait, j'ai regardé tout un film romantique sur une nazie. Et c'est un peu perturbant. Et donc là, ouais, je me disais, si c'est ça le twist, je vais pas le supporter. Ouais, mais j'aurais pas aimé ce film à ce point si c'était vraiment ça. Mais ça t'a vite saoulé quand même, ce mystère. J'aime pas les mystères. J'en ai marre. J'aime pas les mystères.
T'aimes pas les mystères, au final, le mystère est résolu. Il a quand même un peu collaboré, mais c'était parce qu'il était désespéré et qu'il voulait sauver Catherine. Le mari de Catherine Clifton a fait un peu une mission suicide où il a crashé leur avion volontairement. Il avait compris qu'ils couchaient ensemble. Et du coup, Catherine était en train de mourir dans une grotte et il voulait la sauver par tous les moyens. Et il a d'abord été chez les Anglais. Les Anglais l'ont jeté et l'ont même emprisonné en le soupçonnant d'être allemand. Et c'est à ce moment-là, pour sauver Catherine, qu'il a donné des documents aux Allemands, ce qui n'est pas une chose bien à faire. Non. Mais voilà, c'est ce qu'il a fait. La deuxième moitié du film, en général, t'as un peu gonflé, je pense. Oui, comme je l'ai dit, le problème, c'est que le film s'éparpille entre les différentes pistes qu'il a lancées et donc on perd ce qui faisait vraiment toute la saveur de la première partie, qui est la tension sexuelle entre les deux personnages. Ils se séparent, en fait. On n'a plus trop de scènes entre les deux pendant toute la deuxième partie du film et ça manque. Et les scènes qu'on a, c'est des scènes où il est vraiment pas très attirant parce qu'en fait, il est en dep total qu'elle a largué. Du coup, il pique des petites crisounettes. Et il y a un moment où tu m'as fait beaucoup rire parce que tu as une analyse fort juste. C'est une représentation très réaliste des hommes, en fait. Ils sont sexy jusqu'au moment où t'apprends à les connaître. Je crois que j'ai jamais rien dit de plus vrai. Quel est con. Mais oui. C'est ça qui fonctionne pas très bien aussi, c'est qu'au début, en fait, comme il est très taiseux, tu peux projeter tout ce que tu veux sur lui. Et dès qu'il arrête de l'être, tu te dis, oula, en fait, il valait mieux qu'il se taise, quoi. Il y a cette espèce de récit où lui perd la tête et la raison parce qu'il l'aime et qu'il se sent complètement perdu une fois qu'il la perd, quoi. J'en ai pas qui me viennent en tête là, mais il y a d'autres films dans lesquels je trouve ça quand même extrêmement sexy. Et là, c'est pas le cas. Non, mais parce qu'il est... Enfin, le truc de Ralph Fiennes, c'est qu'il est très dérangeant. Donc, quand il est dérangeant dans une façon séduisante, ça fonctionne bien. Mais là, il est dérangeant dans une façon dérangeante. Donc, c'est sûr qu'il est plus du tout attirant dans ces scènes. Tout ça nous mène à la mort de Catherine. Il y a aussi, dans l'autre partie de l'histoire, la mort du patient anglais. C'est un suicide assisté, d'ailleurs. Mais qu'on attend avec tellement d'impatience que vraiment, j'étais là, mais finissez-en. Et il y a la mort de Catherine, en fait, à la suite de ce crash d'avion. Ce qui était très drôle, en fait, c'est que du coup, il finit par aller la chercher dans la grotte. Elle meurt seule dans une grotte. Mais ce qui est très drôle, c'est que le film s'ouvre sur la scène où il est dans l'avion avec elle et elle est morte. C'est la première scène d'ouverture. Et tu n'avais pas compris qu'elle était morte, parce que tu ne connaissais pas le film, évidemment. Et c'est ça. Est-ce qu'on est censé comprendre dans la scène d'ouverture qu'elle est morte? Parce qu'on voit juste un plan sur ses cheveux et on la voit avec la tête un peu adossée. Mais moi, ma première pensée, c'est pas qu'elle est morte, quoi. Disons que c'est un peu étrange, mais d'ailleurs, c'est la réflexion que tu t'es faite. C'est qui est comme ça dans un avion. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que je savais qui est comme ça dans un avion, quelqu'un de mort. Tu rigoles. Parce que qui est détendu à ce point dans un coucou genre en train de dormir, la tête... Avec la langue qui pend. C'est ça. Vraiment très détendu. Hein. Non, mais toi, la première fois que tu as vu le film, tout de suite... Je me souviens pas, honnêtement. Je saurais pas te dire. Ouais, parce que après tu t'es même moqué de moi assez cruellement à la fin du film, parce que tu es là, vraiment, tu comprends toujours pas. Et parce que moi, je pensais, quand le film a progressé, qu'il s'était échappé avec elle et qu'elle était blessée et qu'ensuite elle est morte dans le crash. Et que donc c'est pour ça qu'on la revoit pas après et que lui est soigné. Mais je comprenais pas pourquoi tu ferais une échappée comme ça, un peu dans un avion avec une femme morte. Parce qu'il est pas très rationnel, là. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit oui, mais parce qu'il l'aime et tout. Mais moi, je me disais juste, c'est quand même beaucoup d'efforts de mettre un cadavre dans un avion pour ensuite s'enfuir. Là, c'est toi qui es trop pragmatique. Moi, je suis trop pragmatique sur les trucs de films d'horreur, mais toi, là... C'est clair. Désolé, il voulait pas laisser son cadavre être bouffé par des vautours au milieu du désert. Elle était dans une grotte. Oui, mais bon, même, c'est horrible. Ça aurait nourri les Gollum. T'as pensé quoi de cette fin? Malheureusement, elle arrive tellement tard que... Non, mais quoi? Le film m'avait perdue, en fait. Et parfois, il y a des films qui réussissent à me récupérer. Tu vois, je suis pas non plus, je pense, de mauvaise volonté. Je pense que je suis bon public. Et si le film réussit à susciter une émotion, même au bout de 3 heures, pourquoi pas? Mais là, en fait, j'avais tellement perdu le fil de leur amour et de leur passion, qui en plus, c'est une passion qui, du coup, est plus une passion, moi, que j'ai vue comme sensuelle, plus que romantique. C'est-à-dire qu'on les voit pas échanger vraiment énormément. Parce que ça dure plusieurs mois quand même. Et il y a un moment où on comprend ça, qu'ils se voient régulièrement et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas exploré par le film. Voilà. Et donc, on sent plus une passion physique entre les deux.
2, qui, du coup, pour moi, justifiait moins le fait qu'il parcourt le désert pendant 6 jours aller-retour et qu'il transporte le cadavre de son ex-plan cul, en fait, quoi. Et donc, ça m'a pas raccroché. Et toi, t'étais en larmes pendant la fin. Oui, je pleure toujours à la fin. Et c'est vrai que moi, ça m'a pas émue. Je pense à la fois parce que j'étais impatiente, mais aussi parce que je trouvais que ça collait pas forcément avec ce que j'avais vu avant. Je suis pas du tout vexée ou quoi que ce soit parce que tu dis, parce que je le comprends. Hein. Quand je vois le film, je trouve qu'il est trop long et je lui vois plein de défauts, mais c'est vrai que cette fin m'émeut toujours, ceci dit. Mais je trouve ça relativement émouvant, mais disons que ça me serre pas le cœur, tu vois. On en reparle un peu à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a d'autres fins tragiques de films romantiques comme Titanic, où tu te dis « Oh !» Titanic, ça me fait pas du tout pleurer, j'en ai rien à faire. Mais par contre, Out of Africa, là, je pleure toujours à chaudes larmes. Je l'ai vu 10 000 fois, je pense, mais je pleure toujours autant. Mais Titanic, vraiment... Après, ce qui est beau dans Titanic, c'est que c'est émancipateur. C'est-à-dire qu'au final, je pleure pas pour la mort de Jack parce que, pareil, je m'en fiche un peu que Jack meure. Moi, ce qui me fait le plus pleurer, c'est le capitaine qui est tout seul dans sa cabine. Ah oui, non, mais alors ça, moi, je pleure sur des trucs comme ça, sur Titanic. Mais je pleure pas pour l'histoire d'amour et la mort de Jack. Je pleure pour les deux qui sont en train de se tenir la main et quand l'eau monte et qui meurt, le capitaine qui est tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Ou les musiciens qui se remettent à jouer. Évidemment. Non, mais ça... Mais aussi sur leur histoire d'amour, en fait, il y a quelque chose qui me bouleverse dans le fait qu'elle est reconnaissante des quelques jours qu'elle a passés auprès de lui et du fait qu'elle l'a perdu. Elle a perdu un amour qui était à peine naissant, mais en même temps, elle est devenue quelqu'un. J'ai des frissons rien qu'en reparlant. Enfin, elle a appris à faire du cheval comme elle lui a dit qu'elle voulait le faire. Elle a construit une famille. Enfin, c'est devenu une femme qui s'est émancipée et sa rencontre avec Jack a été déterminante dans sa vie, même s'il est mort 3 jours plus tard. Et je trouve ça très beau. Et il y a plein d'autres films où il y a vraiment quelque chose de tragique qui m'émeut énormément dans ce film-là. Je me dis, évidemment, c'est triste. Enfin, elle est morte dans une grotte toute seule. Enfin, c'est dark, en fait. C'est vraiment glauque, quoi. Mais ça m'a pas bouleversée autant que d'autres films. Moi, j'ai pleuré, mais c'est limite par automatisme parce que c'est... c'est ça. Il y a une belle musique. Et il y a l'accumulation, j'imagine. Oui, voilà. Tu l'as vu tellement de fois. Le poids des visionnages additionnels, tu vois, qui fait que... Non. Les heures, je l'ai vu tellement de fois que maintenant, au bout du générique de début, je commence à pleurer. Mais moi, c'est l'effet inverse. En général, je suis plus neutralisée par... Je pense que c'est naturel, c'est-à-dire que je suis plus indifférente parce que je l'ai vu plein de fois et que ça m'émeut moins ou des choses comme ça. Alors que... Non, c'est vraiment l'inverse. Ah ouais ? C'est comme Lady Bird, la première fois que je l'ai vu, j'ai pleuré à la fin. Et maintenant, je pleure dans la scène d'ouverture de Lady Bird parce que je sais que je vais pleurer. Il y a quelques films qui parviennent encore à me faire pleurer alors que je les ai vus plein de fois. Mais en règle générale, la première fois que je regarde un film qui me fait pleurer, parfois c'est des sanglots en fait, c'est terrifiant. Tandis que quand je le revois, en général, c'est beaucoup plus modéré, quoi. Ah non, moi, chaque nouveau visionnage, il y a plus de larmes. Tu parles de Titanic. Je me suis demandé, en fait, parce que tu parlais tout le temps de la longueur du film, mais en fait, bon, tu l'as un peu expliqué. Mais Titanic, c'est 3h20 quand même. Moi, je trouve que Titanic, c'est beaucoup trop long. Je fais du fast-forward sur Titanic de plein de scènes. C'est pas un film que j'adore, donc... Mais toi, tu l'as vu 3 fois au cinéma quand même. J'aime bien revoir les films, je suis un peu obsessionnelle. Et c'était sans doute ma première obsession cinématographique, parce que j'avais 7 ans. Et j'ai traîné mon père plusieurs fois au cinéma pour le revoir. Et je l'ai revu depuis plein de fois. Et c'est un film, par exemple, s'il passe à la télé, je me dis, ah tiens, je vais regarder 5 minutes. Et je finis par le regarder en entier. La longueur me dérange pas du tout. T'as quand même vu Titanic 3 fois au cinéma, hein. Titanic, c'est bien mieux. C'est tellement long. Ouais, c'est vraiment long, mais c'est trop bien. Parce que Titanic, toutes les parties qui sont pas de l'amour, c'est des parties catastrophes, quoi. C'est un des meilleurs films de tous les temps, en fait. C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai, je sais pas comment le dire autrement. En fait, la mise en scène est absolument exceptionnelle et il cumule plein de choses que j'aime. J'adore les histoires de bateaux. J'adore les films catastrophes. J'adore Kate Winslet et Leonardo DiCaprio dans ce film. Je suis tombée amoureuse de Leonardo DiCaprio quand j'avais 7 ans. Je l'avais pas compris à l'époque, mais j'étais aussi tombée amoureuse de Kate Winslet quand j'avais 7 ans. Et juste, j'étais complètement passionnée par tous les aspects du film, l'aspect historique, la reconstitution, en fait. Enfin, c'est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est la construction des décors. C'est un des trucs les plus pharaoniques dans l'histoire des décors et des productions de cinéma. La musique, Céline Dion. Tout est vraiment juste parfait dans ce film et je pense que quand je le revois, peut-être que j'avance 2-3 scènes, mais vraiment très peu. C'est une histoire de lutte des classes en plus. Enfin, vraiment, tout fonctionne hyper bien et c'est vrai qu'on peut faire le parallèle entre les deux, genre la petite histoire dans la grande, etc. Non, mais c'est pas ça. C'était plus sur la longueur parce que tu te plaignais tout le temps de la longueur. J'étais là, putain, un de tes films préférés, il fait 40 minutes de plus quand même. C'est vrai, mais il y en a plein même que j'aime qui sont plus longs que Le Patient anglais. Mais Le Patient anglais, pour moi, c'est plus qu'il y a des parties du film qui m'intéressent moins. Oui, je suis d'accord. Il y a des problèmes de construction. Non, mais je suis d'accord.
Une petite note à un moment pendant le visionnage, mais pendant même le générique, t'as fait « Oh, c'est un bon monteur, lui ». Oui, en fait, le monteur, c'est Walter Murch, qui a écrit un des livres qui sont les plus connus dans les livres de cinéma, qui s'appelle En un clin d'œil, qui est un livre sur le montage. Et en fait, il est très connu comme monteur parce qu'il a énormément innové sur plusieurs manières de monter. On lui doit vraiment énormément d'innovations technologiques. Et en fait, Le Patient anglais, il a eu l'Oscar du meilleur montage pour ce film. C'était le premier film à avoir un Oscar du meilleur montage, à avoir été monté en numérique. Et en fait, lui-même était censé monter sur pellicule ce film-là parce que monter en numérique coûtait trop cher à l'époque et donc il devait monter sur le lieu du tournage en Italie avec son équipe. Sauf qu'en fait, au bout de quelques mois de tournage, son fils a eu un problème de santé très grave et il a dû rentrer aux États-Unis pour être à son chevet et il leur a proposé de trouver un autre monteur. Ils ont refusé, le producteur et le réalisateur, et donc il a dit « Ok, je ne peux monter qu'en numérique, du coup à distance ». Et donc il a dû faire une transition entre la pellicule et le numérique pendant le tournage du film et trouver plein de manières de travailler, parce que c'était la première fois lui-même qu'il travaillait en numérique, et il a eu l'Oscar juste après. C'est le film que je te présente et finit par m'apprendre des choses dessus. Ouais, mais vraiment, je recommande En un clin d'œil, on apprend vraiment beaucoup de choses sur le montage et sur Le Patient anglais, du coup. Et je voulais juste dire un petit mot pour la fin de l'épisode, sur une note plus triste. Angelo Badalamenti, qui était le compositeur phare de David Lynch et qui a composé notamment la musique de Twin Peaks, dont on a parlé dans la saison 2 d'Amis, est décédé il y a quelques jours. On en a énormément parlé à l'occasion de la saison 2. Je retire tout ce que j'avais dit sur l'épisode 1 de Twin Peaks. J'ai beaucoup aimé sa musique après. C'était Amis. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. La semaine prochaine, Anaïs va me faire découvrir The Shining, que je veux voir depuis des années, donc je suis assez contente. Si vous voulez le regarder, le film est disponible sur Amazon Prime et en VOD sur plusieurs plateformes comme Canal et d'autres. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Il y en a pas mal qui demandent où les petits commentaires. Alors c'est sur Apple Podcast ou sur YouTube, ou vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter. Mais ne nous spoilez pas. À très vite. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce soir, ça va pécho. Can you remember where you were born? Am I being interrogated? On dirait PPDA. You should be trying to trick me. Make me speak German. Elle va mourir la blonde. Le I love you était fatal.